Salut à toi, c'est Eturan. Un petit message avant de commencer la vidéo pour te dire que si jamais ça te plaît, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, à laisser un petit like, un petit commentaire et surtout à partager autour de toi, ça permettra de faire découvrir mon travail. Et si jamais le contenu te plaît, je fais pas mal d'autres choses, donc regarde dans la description, il y a plusieurs liens qui pourraient t'intéresser, et sinon j'en parle en fin de vidéo. Bon visionnage à toi. New York, écrit par Stephen Wool. Deuxième partie. Chapitre 1. Un énorme serpent de métal descendait des hauteurs d'Usa, et rectiligne, traversait des milliers de kilomètres de jungle malsaine ou de déserts sales pour aller se perdre dans le grand lac des monstres. Ce tube avait 5 mètres de section. Par endroits, il disparaissait entièrement sous les sables. Plus loin, il unissait, comme un pont, le faillites échancré de 2 collines. Aux temps éloignés où l'océan couvrait la plus grande partie de la Terre, où seuls émergeaient les massifs élevés d'Usa, de Cuba, d'Haït, de Rafrique, ce tube avait été construit par les hommes. Ce n'était qu'un extraordinaire vide ordures. Des déchets dangereusement radioactifs étaient englobés dans des sphères de béton plombé qui, chassés par pression, roulaient dans le tube jusqu'à des fonds marins de 6000 mètres au milieu des monstres des grandes profondeurs, là où régnait une nuit froide striée de poissons luminescents. Depuis des millénaires, les sphères s'accumulaient au fond de la mer et se recouvraient peu à peu de concrétions calcaires. Lentement, très lentement, après des générations, des changements singuliers se produisirent dans l'aspect du paysage sous-marin environnant. Les boules de béton devinrent lumineuses et la nuit des abîmes cessa d'exister. Des algues inconnues, à la forme étrange, firent leur apparition. Des espèces animales disparurent définitivement, soit tuées par les radiations, soit rendues progressivement stériles. D'autres naquirent. Chapitre 2. Ceux qui profitèrent le plus de cette nouvelle ambiance furent les grands poulpes noirs aux yeux jaunes. Leurs œufs lumineux donnèrent naissance à une progéniture mutante, d'une taille supérieure, d'une intelligence moins grossière. Des cartilages se formèrent dans leurs tentacules, puis des os nombreux donnant à leurs membres une raideur et une solidité nouvelles, sans pour cela leur enlever leur ancienne souplesse. Plus tard, les poulpes apprirent à se grouper, à se comprendre. Ils purent communiquer entre eux par des gestes compliqués exprimant plus de nuances encore que le langage sonore des hommes. Ils montèrent de plus en plus souvent à la surface, d'abord par simple curiosité animale et goût d'exploration, ensuite par besoin, la race étant devenue amphibie. Quand la terre s'assécha, il en mourut un grand nombre. Mais les rescapés s'adaptèrent à la salinité accrue du Grand Lac, reliquat de l'ancienne Atlantique. Ils purent sortir de l'eau et galoper sur les plages, avec leurs membres flexibles, à l'extrémité cornée en griffes presque solides. Ils rampaient derrière les buissons, se rendant presque invisibles en changeant la couleur de leur peau suivant la nature du terrain. Se groupant pour traquer le gibier mammifère, ils couraient sur lui, l'étouffant de leurs bras puissants, le déchirant de leur bec rapace. Toutefois, 2 besoins physiologiques freinaient leur ascension dans l'échelle des êtres, le besoin de chaleur et le besoin d'eau. Ils ne pouvaient guère subsister au-delà d'un froid de 0 degré et devaient hiberner dans les profondeurs quand gelait la surface du Grand Lac. Ils souffraient plus que les hommes d'une absence d'humidité et ne pouvaient se passer sans périr d'un bain tous les 3 ou 4 jours. Chapitre 3. Depuis longtemps, les grands hommes évitaient de s'aventurer dans les parages du Grand Lac salé. Ils couraient dans leur esprit nuageux des histoires terribles, et sans doute déformées par la légende, sur le pays des monstres. Pour les hommes de la tribu de Tose, le problème était simple. Il suffisait de ne jamais franchir le col du vent pour être tranquille, car les monstres ne pouvaient suivre les hommes sur les pentes neigeuses. Cependant, les poulpes avaient certainement encore évolué, car le père du vieux avait un jour eu l'audace de monter jusqu'au col et il prétendait avoir vu des monstres galoper sur le givre. Il disait aussi qu'il avait vu d'innombrables feux allumés par eux et que le grand lac, la nuit, était éclairé par en dessous. Là s'arrêtaient les renseignements qu'on avait sur eux, car même le vieux, quoi qu'il eût affirmé le contraire, n'avait jamais cherché plus loin que les révélations du père de son père. Chapitre 4. C'était la nuit. Tous les membres de la tribu, serrés les uns contre les autres, somnolaient, assis sur le sol. Ils frissonnaient car le col était proche,
Et Thos marchait de long en large et de temps en temps sautillait sur place pour se réchauffer. Les chasseurs sont forts, pensait-il. Hier, Thos les a menés à la chasse. Thos est rusé, il a ramené beaucoup de viande. La tribu a mangé beaucoup. Demain, nous tuerons les monstres. Quand les étoiles pâlirent, Thos toucha de la main l'épaule de Bag. Celui-ci s'éveilla. Que Bag prenne avec lui 2 chasseurs et commence à franchir le col, dit le chef. Quand il aura fait 1000 pas, Bag imitera 3 fois le bêlement du chamois et la tribu montera à son tour. Si Bag voit des monstres, il poussera seulement 2 fois le cri du chamois et il attendra Thos. Sans un mot, Bag prit sa fronde et éveilla 2 hommes. 3 ombres silencieuses se fondirent dans la nuit en direction du nord. Thos attendit. Au bout d'un temps, 3 faibles bêlements parvinrent à son oreille. Il fit lever les membres de la tribu et les sépara en 3 groupes. En avant, il plaça le gros des chasseurs, un peu en arrière, la horde des mangeurs d'herbe, puis une faible arrière-garde d'une dizaine d'hommes. Il se mit à la tête de la petite armée et gravit les premières pentes. Chapitre 5. En file indienne, la tribu progressait lentement entre d'énormes blocs de granit rouge dans les premières lueurs du matin. Elle était en marche depuis plusieurs heures. Les chasseurs avaient la fronde à la main, la massue à la ceinture. Thos grimpait en s'aidant de sa lance dans les passages difficiles. Attachée à sa taille par une corde grossière, une massue de Dieu balait sur sa hanche. Le vieux la lui avait donnée autrefois. Ce n'était qu'une énorme clé anglaise. Thos s'en montrait très fier et ne la sortait que dans les grandes occasions. Son bras musclé, prolongé de cette arme étrange, pouvait briser d'un seul coup un bambou gros comme la cuisse. De son regard d'aigle, il surveillait les hauteurs. Loin au-dessus de lui, il apercevait de temps en temps la silhouette des 3 éclaireurs, tantôt à découvert sur les pentes de gravier, tantôt masqués par les bouquets de pins rabougris. Ils s'engagèrent dans une gorge où s'amassaient des rocs cyclopéens. Loin sur la droite, des monts couverts de neige rosissaient au soleil levant. C'était Haït. Un vent violent sifflait une chanson de mort sur l'arête des granites, échevelait les femmes et faisait geindre les enfants aux pieds sanglants. Les hommes peinaient, arc-boutés en avant pour résister à la violence du souffle venu du pays des monstres. Les rares arbres aux formes tourmentées avaient leurs branches toutes penchées du même côté. Sur la gauche, on vit, très haut, au milieu des neiges, une petite ville des dieux. Par un effet du nuage, elle semblait planer en plein ciel, au-dessus du col. Tant qu'elle fut visible, les femmes passèrent en tournant la tête ou en se voilant la face. Thos lui-même, impressionné, ne lui jeta que quelques regards obliques et fit accélérer l'avance de la tribu. Ils passèrent ensuite un torrent dont l'eau rapide ligotait les jambes des plus faibles pour les entraîner. Une femme chargée d'un bébé glissa, fut emportée, se rattrapa au passage en enlaçant un roc, puis se hissa au-dessus, trempée, levant les bras au ciel et lançant de déchirants cris de louve. Elle désignait quelque chose en aval. Son bébé lui avait échappé. Des chasseurs se précipitèrent de roc en roc et s'arrêtèrent au bord d'une chute d'eau vertigineuse. Ils virent le petit corps rebondir plusieurs fois de suite et disparaître. Ils firent des gestes d'impuissance et revinrent lentement pour rejoindre la colonne. La femme resta accroupie sur son rocher, se déchirant le visage et hurlant à pleine gorge, se laissant distancer par les autres. Puis, à demi folle, elle vint tirer par le bras un homme de l'arrière-garde. Elle cria quelque chose que le chasseur ne comprit pas à cause du mugissement des eaux. Le chasseur la poussa brutalement en avant, lui faisant signe de suivre la tribu. La femme avança en trébuchant, trempée d'eau et de larmes, la gorge secouée de sanglots. Chapitre 6. Ils dominèrent enfin un vaste cirque cerné de hautes falaises rouges. La tribu y rejoignit les éclaireurs. Pour y descendre, ils durent former des cordes solides avec leurs frondes assujetties les unes aux autres. Ils se laissèrent glisser de terrasse en corniche et parvinrent au fond après 2 bonnes heures d'effort. Le vent passait au-dessus de la cuvette, et Thos eut l'impression d'un silence reposant après toute une matinée de vacarme. La chaleur devint très forte, le soleil étant au plus haut. Thos considéra les siens. Il vit leur fatigue, l'essoufflement des hommes, le cerne mauve sous les yeux des femmes et des enfants. Il donna le signal de la hâte et planta sa lance dans le sol. Une vaste mare tiède se montrait à proximité. La foule se bouscula sur ses bords pour laver sa sueur et sa fatigue. Un cri de joie jaillit. Debout dans l'eau jusqu'à la ceinture,
Un homme parla, le regard brillant d'heureuse surprise. « La mare est pleine de poissons !» Gam sent les poissons frotter ses jambes. Ce fut une ruée. Tout le monde sauta dans l'eau, la mare déborda. Les bras plongèrent, cherchant à saisir les proies glissantes. Des poissons effrayés sautillaient sur le sol, aussitôt croqués vivants. Les arêtes craquaient sous les dents avides. Un chasseur repu déposa au pied de Tose une carpe énorme. Des rires fusaient. Les membres reposés par les caresses humides de la mare et les estomacs rassasiés communiquaient aux esprits une sensation de confiance, et la tribu se sentit invincible. « Tose tuera les monstres !» dit un chasseur. Acclamé par la foule, Tose brandit sa lance et menaça l'horizon. Toute prudence oubliée, les consignes de silence et de discrétion furent balayées par un torrent d'enthousiasme. Les hommes n'avaient plus faim, n'avaient plus froid. Ils se sentaient en nombre. Ils pouvaient de temps en temps se réconforter à la vue de la carrure du chef dominant celle des autres chasseurs. Une danse de guerre spontanée se forma au fond du cirque. Les frondes tournoyèrent, l'écho des chants ricocha sur les rocs. Chapitre 7. Une voûte sombre perçait la falaise à une faible hauteur. Au fond de sa grotte, l'ours grogna, irrité par le tintamarre qui venait déranger sa quiétude. Ses narines noires frémirent. Lourdement, il s'approcha de l'entrée de sa retraite et passa la tête au dehors, se dressa sur ses pattes arrière et tendit son nez au vent. Puis il dépassa le buisson d'épines qui lui cachait le fond du cirque. Là, il vit les hommes, il vit la foule de silhouettes gesticulantes et poussant des cris désagréables. L'ours grogna une deuxième fois. Puis il s'étira et se fit les griffes sur le tronc penché d'un pin. Il s'assit sur le sol et considéra d'un air réfléchi les bruyants envahisseurs. Il secoua sa grosse tête poilue avec mauvaise humeur. Les glapissements aigus des femmes lui cassaient les oreilles. Mais, les hommes étant nombreux, l'ours réfréna son envie de charger. Il se détourna, descendit une rampe de pierre et s'éloigna d'un trot lourd. C'est alors que Tose l'aperçut. D'un geste autoritaire, il arrêta les danses et désigna l'animal qui fuyait avec indolence. « L'ours !» cria-t-il. Il fit rapidement le geste de couper du tranchant de la main au milieu de la foule, et d'un mouvement expressif du doigt indiqua l'autre bord du cirque. Discipliné par la décision rapide et l'autorité du chef, la passion de la chasse poussa la moitié des hommes en avant. Tandis qu'une vingtaine de chasseurs couraient pour dépasser le fauve par la droite et lui barrer le passage, les autres se formèrent sur place en une ligne éparpillée, tout en chargeant fébrilement leurs frondes. Quant à Tose, il courut droit sur l'ours. Celui-ci arriva bientôt devant les rabatteurs et s'arrêta. Les chasseurs gesticulaient, poussaient des cris, frappaient le sol, envoyaient avec leurs pieds des nuages de poussière vers la bête. Indécis, l'ours se dressa sur ses pattes arrière et considéra les hommes qui lui barraient la route avec une expression de placide intérêt. Malgré leur excitation, les chasseurs eurent un recul. La taille de l'animal était ahurissante. Mais Tose arrivait. Au bruit sourd du galop des pieds nus sur la terre, l'ours tourna la tête et vit son assaillant. Tose s'arrêta à quelques pieds de lui, sa lance en avant. Au même instant, un lourd galet lancé de côté par un chasseur énervé atteignit l'animal derrière l'oreille. Celui-ci poussa un cri effrayant, se laissa tomber à quatre pattes et secoua sa grosse tête. Puis ses petits yeux haineux se fixèrent sur la silhouette du chef immobile. Il crut que Tose était l'auteur de cette attaque perfide et douloureuse. Il chargea. Tose mit un genou au sol et pointa son arme. En 3 foulées, l'ours fut sur lui et se dressa, mais son élan fut bloqué par une douleur atroce en plein ventre. La pointe de corail avait pénétré en crissant dans les entrailles de la bête. D'un revers de patte, l'ours faucha l'arme. La lance cassa net, et Tose roula dans la poussière. L'homme se releva aussitôt, tandis que l'animal fou de souffrance tournait sur lui-même en hurlant. Hypnotisés par le spectacle, les chasseurs ne songeaient pas à intervenir. Déjà, la fronde de Tose ronflait. La pierre dure atteignit l'ours en plein front. D'un bond, Tose fut sur la bête et doubla presque aussitôt d'un coup de massue effrayant au même endroit. L'homme avait frappé de toute sa force. Dressé de toute sa taille, les bras au ciel, il avait abattu l'arme lourde entre les 2 yeux. C'était tenter la chance, car l'animal était encore dangereux et le coup déviant, l'ours avait le temps de s'acharner sur Tose avant de mourir. Mais la lourde clé anglaise avait brisé l'os frontal, faisant jaillir la cervelle. L'ours trembla sur ses pattes et s'affala lourdement, le museau dans la poussière, au pied du vainqueur. Immobile et haletant, la massue en main, Tose paraissait presque étonné de sa victoire.
Un silence pesa quelques secondes sur l'arène. Puis les hurlements d'une joie énorme déferlèrent. Toute la tribu fit cercle autour du chef et de la bête monstrueuse. Des chasseurs achevèrent de briser la boîte crânienne du fauve et, à genoux devant Tose, lui offrirent la cervelle chaude. « Tose a vaincu l'ours! Il a vaincu tout seul! Tose est plus fort que l'ours !» Des hommes expliquaient avec force gestes comment Tose avait tué. Ils mimaient le combat, bombaient le torse pour représenter Tose, hurlaient pour imiter la bête. Un enfant aux yeux agrandis par l'émerveillement quitta les jambes de sa mère, toucha du doigt la grosse fourrure inerte et recula aussitôt devant l'audace de son geste. Les narines palpitantes d'orgueil, Tose, les mains sanglantes, acheva de manger la cervelle. Calme au milieu des exclamations, il se baissa sur le grand corps effondré que l'on commençait à dépecer sur place et reprit la pointe de sa lance. Il la lécha et la tendit à Bag, qui savait bien choisir l'arbre et travailler le bois. « Que Bag fabrique une autre lance pour Tose !» ordonna-t-il. Chapitre 8. Un animal étrange errait dans la montagne. Malgré sa taille énorme, il grimpait avec agilité, s'aidant de ses 7 membres longs et flexibles. Un 8e membre paraissait prendre naissance entre 2 yeux jaunes, larges comme des soucoupes. Tantôt l'animal ressemblait vaguement à un éléphant, tantôt à une énorme araignée, avec quelque chose de plus flasque dans sa façon de se mouvoir. La teinte de sa peau variait suivant les couleurs du décor, se confondait avec les feuillages ou les graviers. S'il restait immobile, il était malaisé de remarquer sa présence à une centaine de mètres. Soudain, la bête tomba en arrêt. Ses yeux fixèrent un point précis au flanc d'un arbre. Lentement, le tentacule situé entre les 2 yeux choisit un trait acéré dans le carquois bizarre placé sous le ventre du monstre. La fine extrémité du tentacule s'enroula en spirale autour de l'arme légère, la brandit, se détendit comme un fouet. Brusquement, animée d'un mouvement de rotation sur elle-même accentuant sa force de pénétration, la javeline fila vers l'arbre, cloua cruellement au tronc rugueux le petit écureuil roux convoité par le monstre, avec un bruit mat. Le poulpe souffla avec satisfaction un petit nuage de vapeur par l'orifice humide qui s'ouvrait à son flanc. Puis il franchit en 2 bonds la 50aine de mètres qui le séparaient de sa proie. Il récupéra son arme et porta le petit cadavre à l'horrible bec situé sous le tentacule central en forme de trompe. Il s'apprêtait à continuer sa chasse solitaire lorsque sa peau se couvrit brusquement de verrues. C'était là sa manière de manifester irritation ou inquiétude. Il percevait un bruit insolite dans la montagne. On pouvait dire qu'il entendait, quoiqu'il fût sourd. Les petites vibrations anormales du sol se transmettaient à sa chair flasque et attentive, suppléant au sens de l'ouïe. De toute sa hauteur, il se dressa sur la pointe de ses 8 membres. Le dôme de sa tête aux yeux jaunes dépassait la cime des arbres, comme un fantôme. Il observa l'étendue. Puis il se ramassa sur lui-même et franchit une éminence à une vitesse incroyable, tantôt galopant, tantôt par bonds. Il parvint au bord d'une falaise et vit en contrebas d'étranges créatures s'agiter autour du cadavre d'un ours. Sa chair se hérissa. Instinctivement, il chercha une javeline, hésita, renonça à l'attaque. Il avait reconnu des hommes, ce gibier de choix que lui avaient décrit de vieux poulpes. Il recula lentement, évitant de manifester sa présence, se laissa agilement glisser de roc en roc et, allant de plus en plus vite, se dirigea vers le grand lac salé qui se trouvait à plusieurs heures de là. Chapitre 9. Tantôt courbé en avant, tantôt à 4 pattes, Bag escaladait une pente glissante. 2 hommes le suivaient de près. Loin derrière, au hasard du relief, on distinguait par instant la longue file de la tribu, guidée par Tose. La chaleur était forte. Arrivé au sommet, Bag essuya d'un revers de main la sueur qui l'aveuglait, et ses lèvres se mirent à trembler. Dans un creux, visible entre 2 monts, une vaste surface scintillait, le lac des monstres. Sans la présence de ses compagnons, il serait revenu sur ses pas, dévalant la pente à toutes jambes. Un reste de fierté l'immobilisa. Il ordonna à l'un des 2 éclaireurs d'aller rendre compte à Tose que le lac était en vue et attendit, rassurant l'autre chasseur par son flegme apparent. Tant de légendes épouvantables formaient autour de ce lac un halo de mystère. Au bout d'une demi-heure d'attente, l'estafette revint porteuse de l'ordre du chef. Continuez. Alors Bag se rua en avant, entraînant les 2 autres avec une fougue exaltée par la peur. Ils s'engagèrent sous la voûte sombre d'une forêt, franchirent un plateau où couraient quelques lapins, descendirent encore, marchèrent plusieurs heures et commencèrent à patauger dans de puants marécages.
Les arbres qui poussaient dans l'eau avaient des formes étranges et inquiétantes. À chaque instant, Bag prenait une racine tordue pour un tentacule et son sang se glaçait. Enfin, ils débouchèrent sur une langue de sable blanc s'étalant au milieu d'un étang peu profond. Épuisés, ils se lavèrent dans l'étang des boues putrides qui les maculaient jusqu'aux cheveux et s'étendirent au soleil, sursautant au moindre frémissement des feuillages de la rive. Ils furent rejoints un peu plus tard par la tribu. Thos considéra avec souci la fatigue des siens. Il donna le signal de la hâte en piquant sa lance dans le sable. « Les chasseurs ont besoin de repos, » dit-il. « La tribu va camper ici. Le soleil est encore très haut, mais la tribu va se reposer sur le sable. Le grand lac des monstres n'est pas loin. Demain, les chasseurs seront forts pour tuer les monstres. » Des sentinelles furent postées sur les rives de l'étang. Le reste de la tribu s'installa sur la presqu'île. Chacun se fit un lit dans le sable chaud. Certains dormaient la tête sous un pan de fourrure pour se protéger de l'ardeur du soleil. Beaucoup mastiquaient des lambeaux de viande d'ours. Un renouveau de prudence s'imposait. Ils étaient en plein pays des monstres, et Thos interdit de faire du feu ou de parler fort. Petit à petit, la lumière du soleil décrut, l'ombre des arbres s'allongea sur les eaux calmes, teintées par le ciel de pourpre et d'or. Des oiseaux de nuit commençaient leurs allées et venues sur des ailes de velours. De temps en temps, une main claquait sur une épaule dévorée par les moustiques. Par moments, le chant des crapauds s'enflait en vacarme. L'ombre grandissait. Immobile et infatigable, la haute silhouette de Thos veillait sur le sommeil de la tribu. Il surveillait d'un œil aigu les pointes de la rive où il avait posté des sentinelles, attendant un cri ou un signe d'alerte. De temps à autre, il tournait à pas lents autour de la presqu'île, vérifiant la vigilance des hommes qui barraient l'isthme et considérait avec méfiance les ombres insolites provoquées par le vent léger des branches. Chapitre 10. Bien au chaud dans son lit de sable fait à sa taille, Bag dormait profondément lorsque la main du chef lui toucha l'épaule. Il sursauta, fit un geste de défense et reconnut la silhouette de Thos penchée sur lui. « Bag est-il reposé ?» souffla Thos. Le chasseur sortit de son trou et s'étira en faisant craquer ses jointures. « Bag a un peu froid, mais il se sent fort, » répondit-il. « C'est bien, » dit Thos. « Que Bag éveille 10 hommes et aille remplacer les chasseurs qui veillent sur la rive. » L'un après l'autre, 10 chasseurs furent tirés de leurs songes. Comme des somnambules, ils suivirent Bag, traversèrent l'étang avec de l'eau jusqu'à la poitrine ou jusqu'aux épaules, suivant leur taille. Ils se perdirent dans la végétation. Bientôt, Thos vit revenir les sentinelles dont la veille était terminée. Bag plaça ses hommes et se coula lui-même à plat ventre sous un buisson, la massue au poing, les yeux grands ouverts sur la nuit. Au bout de quelques minutes, il sentit glisser sur son corps demi-nu une foule de contacts désagréables. De menus insectes, des larves, des vers et des crapauds qui lui couraient le long du torse et des jambes. Il se contraignit à bouger le moins possible, se contentant de chasser du dos de la main. De temps à autre, il ne savait quelle bestiole lui chatouillant le front ou les joues. Un contact plus net et plus froid sur la cuisse lui donna une intense envie de bondir hors du buisson. Un mince serpent cherchait la chaleur de l'homme. Lentement, Bag recula. Sa chair fuyait avec répulsion la chair du reptile. Il ignorait si le serpent était dangereux, aussi prenait-il des précautions pour ne pas l'irriter. À force de patience, il réussit à mettre une bonne coudée entre lui et l'animal. Alors, il se rua au dehors et sortit du buisson en se lacérant aux épines. Puis il avisa un tronc noueux à proximité et se hissa facilement dans l'arbre. Il monta le plus haut possible, loin de tout ce qui grouille, rampe ou glisse, loin des bêtes humides ou visqueuses. Il s'installa à califourchon sur une branche et reprit sa faction. De son observatoire, il avait une vue étendue. Le hasard l'avait placé devant une sylve plus claire, plus espacée. Il distinguait parfaitement un entrelac d'étangs brillant sous les étoiles. Plus loin, la végétation cédait de plus en plus de terrain au marais. Une brume légère estompait les contours inquiétants des troncs tordus et des racines plongeantes, fondait peu à peu l'ensemble dans la même teinte bleutée. Bag imagina en frissonnant qu'il voyait le grand lac de tout près. Il se hissa un peu plus haut dans l'arbre pour étendre son champ de vision. Ce qu'il vit renforça son impression. La forêt s'arrêtait à environ 1000 coudées. Au-delà, ce n'était que brume étalée masquant probablement d'immenses grèves salines et de l'eau à l'infini. C'était le grand lac. Il planta son regard dans la brume à un endroit où elle paraissait plus épaisse. Il avait l'impression qu'elle changeait de couleur, qu'elle devenait de plus en plus sombre.
Puis il crut distinguer une masse énorme qui se précisait. Il tourna lentement la tête, ferma les yeux et attendit quelques secondes. Quand il regarda de nouveau, aucun doute ne lui resta. Quelque chose approchait. Quelque chose qui le figea contre le tronc de l'arbre, immobile et les tempes battantes. Son regard se voila. Comme en rêve, il voyait maintenant 2, puis 3 masses semblables avancer lentement vers la forêt. Bientôt il distingua 2 gros yeux jaunes et luminescents. Un mouvement rapide sur la droite lui fit tourner la tête. Une file de monstres galopait en silence pour contourner le campement. Puis, à gauche, d'autres silhouettes émergeaient de la brume. Bak voulut hurler, mais sa gorge nouée n'émit aucun son. Il dégringola les branches le plus vite possible et, se jetant à l'eau, rejoignit Toz. « Les monstres !» souffla-t-il avec effort. « Les monstres arrivent de partout! Là, là et là !» Son doigt tendu désignait successivement le nord, l'est et le sud. « Les monstres sont-ils gros ?» questionna Toz. Bak fit un geste expressif. Sa main décrivit une vaste courbe en l'air. Toz mit ses doigts dans sa bouche. Il émit un sifflement doux et modulé. Bientôt, on vit les guetteurs se replier sur la presqu'île. Leurs têtes semblaient de petits points noirs piquant l'eau miroitante. Éveillés en silence par la main du chef, tous les chasseurs se rangèrent en cercle sur le pourtour de la langue de sable, la fronde à la main. Soudain, une femme se tourna sur le côté dans son sommeil. Une pierre placée sous elle lui meurtrit la hanche. Elle ouvrit les yeux et aperçut la formation défensive des hommes. Elle s'assit, scruta la rive, laissa monter lentement son regard dans les arbres et ouvrit grand la bouche. Un cri atroce jaillit de sa gorge. Elle venait d'apercevoir un dôme monumental qui dépassait la cime des feuillages, une sombre coupole bercée de 2 yeux hallucinants. Le cri déchira les nerfs de tous. Les femmes se tassèrent les unes contre les autres au centre de la presqu'île avec leurs piaillantes marmailles. La fronde de Toz tournoya, mais la pierre lancée ne rencontra que le vide. La terrifiante apparition s'était déjà éclipsée. Soudain, un bruit de branches cassées et d'arbres rompus retentit dans toute la forêt, mêlé à des souffles rauques et à de lourds clapotements. Les cris des femmes vrillèrent le sang-froid des chasseurs. Toz les fit taire d'un geste menaçant. « Que les femmes s'enfouissent le plus possible dans le sable, » ordonna-t-il, « et qu'elles tiennent le visage tourné vers le sol, qu'elles nous laissent combattre. » Ces paroles ramenèrent le calme. Les femmes grattaient désespérément le sol, tournaient le visage au danger. Le vacarme se rapprocha. Un arbre oscilla et s'abattit vers l'étang, soulevant des gerbes d'eau. Un monstre apparut sur la rive. La nuit escompait ses contours massifs, masquait son aspect. Seuls ses yeux étaient nettement visibles. Toz fit ronfler sa fronde. Un bruit sec et flasque. Un œil disparut. Le monstre émit un reniflement si sonore qu'il ressemblait à un cri. D'autres pierres l'atteignirent un peu partout, rebondirent sur sa chair. Mue par l'instinct de conservation plus que par le désir d'attaquer, la bête sauta dans l'étang. Une forte vague reflua vers l'isthme, inonda les chasseurs. Mais la profondeur de l'eau n'était pas suffisante pour masquer la bête à ses ennemis. Elle fit marche arrière et sortit de la vase avec un hideux bruit de succion, sous une grêle de pierres. Déjà, d'autres poulpes géants apparaissaient. L'un d'eux fouetta l'air d'un tentacule. Un chasseur tomba, la gorge percée d'une mince tige métallique. « Visez les yeux !» hurla Toz dans le tumulte. Les hommes redoublèrent d'ardeur. Un poulpe s'était avancé dans l'eau, à mi-distance de la presqu'île. Mais son attaque était entravée par la vase où son poids le faisait s'enfoncer. Il ne pouvait ni nager dans l'eau maigre de l'étang, ni courir sur le fond trop visqueux. Il brandissait une javeline quand la lance de Toz siffla et l'atteignit à l'œil. Le monstre se dressa de toute sa hauteur en soufflant une fumée noire qui se répandit en un instant sur tout l'étang, provoquant chez tous les hommes une toux violente. Entre 2 quintes, Toz mitraillait les rives au hasard, car on ne voyait plus rien. Chacun se sentait seul au milieu d'une nuit totale, ignorant si les autres continuaient le combat. Après un long moment de toux douloureuse, Toz commença à distinguer autour de lui les ombres de ses hommes. Le nuage opaque se dissipa peu à peu. Toz jeta encore quelques pierres dans la forêt. Mais les monstres s'étaient retirés. L'eau déserte battait mollement les rives. On n'entendait plus que quelques quintes espacées. 2 hommes étaient morts, un blessé à l'épaule. Le ciel pâlissait les premières lueurs d'une aube tragique. Chapitre 11. Toz ordonna d'enfouir les morts. Les chasseurs obéirent à geste las. Leur regard hébété reflétait l'horreur de la nuit. Toz sentit le fléchissement du moral de la tribu. Le moment était venu de prononcer des paroles d'encouragement. « Nous avons vaincu les monstres, dit-il. Ils ont fui. Les chasseurs ont bien combattu. Les monstres nous ont attaqués la nuit.
Nous ne savions pas qu'ils le feraient, sinon nous aurions fait du feu pour combattre en voyant clair. Mais nous les tuerons. Ils ne pourront pas nous lancer des pointes de mort, car nous allons planter des pieux de bois autour du sable pour nous abriter. » Il désigna du doigt un certain nombre d'hommes chargés d'abattre le bois. Ceux-ci traversèrent l'étang et se perdirent dans la forêt. Au bout d'un instant, un grand cri parvint aux oreilles de ceux qui étaient restés sur la presqu'île, puis un concert d'exclamations. Un chasseur apparut sur la rive et fit de grands gestes. Il mit ses mains en porte-voix autour de sa bouche et cria « Thos a tué un monstre! Le monstre est là! Il est mort dans la forêt! » Thos se jeta à la nage et atteignit rapidement la rive, suivi des autres. Il s'engagea sous la futaie, guidé par celui qui avait annoncé la nouvelle. À quelques centaines de mètres de là, entouré d'hommes enthousiastes, une masse énorme gisait, affalée sur le sol spongieux, ses tentacules en désordre autour d'elle. Tous s'écartèrent à l'arrivée du chef. Thos s'approcha. Il toucha du pied la masse lourde et molle, il vit la lance qu'il croyait perdue plonger jusqu'à mi-hampe dans l'œil de la bête morte. Il monta sur le gros cadavre glissant et dut s'arc-bouter pour retirer son arme de la plaie. Il la brandit. « Voilà !» dit-il. « Thos a tué le monstre. Il en tuera d'autres si les chasseurs le suivent et lui obéissent. » Il désigna les tentacules. « Que les chasseurs coupent les pattes du monstre pour nourrir la tribu. » Chapitre 12. L'enfant noir s'arrêta devant le squelette de l'ours. Il remua les débris d'os brisés du bout de son arme. « La tribu a mangé l'ours, pensa-t-il. Les chasseurs ont sucé la moelle des os. » Il tourna en rond quelque temps et finit par repérer l'endroit où les traces de pieds nus se rassemblaient toutes dans la même direction. Il s'engagea dans un défilé qui montait en pente douce entre les rocs énormes. Il parvint au faîte d'une colline et son regard balaya l'étendue. Autour de lui, ce n'étaient que vallées encaissées où roulaient des torrents, pentes rocailleuses, pins perchés sur des buttes rougeâtres, forêts escaladant les montagnes. L'enfant noir sentit en lui quelque chose qu'il n'aurait pu définir. Une sorte de dilatation morale de tout son être. Il était là, tout seul dans le ciel, l'arme invincible au poing, l'arme des dieux. Il régnait sur le monde, il ne craignait ni les dangers ni la faim. Et il suivait la marche des siens. Thos plierait le genou devant lui. Les autres enfants le regarderaient avec crainte et envie. Personne n'oserait plus jamais lui jeter de pierre. Il était l'enfant noir et il était en même temps le vieux, puisqu'il avait mangé sa cervelle. Il était aussi tous les grands chasseurs disparus dont il portait les vertèbres en collier. L'enfant noir avait changé en quelques jours. Sa chair bien nourrie lui donnait de belles épaules rondes, des formes pleines et souples. Ce fut une belle petite statue d'ébène au regard hardi, au rire clair, qui s'étira dans le sommeil au sommet de la colline dominant les vallées. Une belle statue noire et polie qui déchargea son arme brillante vers le ciel en signe de joie. Il sauta ensuite lestement de son piédestal et descendit l'autre versant en poussant des exclamations modulées qui ressemblaient à un chant rudimentaire. « L'enfant noir est fort !» criait-il. Et il s'amusait d'entendre l'écho répéter « Est fort, est fort !» Les dieux nous ont donné le bâton brillant. Puis l'énumération de tout ce qu'avait fait l'enfant noir suivit. L'enfant noir a tué le jaguar. L'enfant noir a abattu le gros arbre. Il a tué le vautour. Il a mangé le vautour. L'enfant noir n'aura plus jamais faim. Et l'écho prolongeait chaque phrase de ces étranges litanies. Il parvint au voisinage d'un torrent et se mit à plat ventre pour boire l'eau saine de la montagne. Chaque gorgée lui donna l'impression d'avaler une lame de métal tant l'eau était glacée. Il laissa son arme et ses fourrures sur la rive et se baigna dans un bassin naturel où l'eau était plus calme. Quand il eut terminé ses ablutions joyeuses, il voulut revenir et nagea vers le bord. Mais il n'acheva pas son mouvement. Un ours gigantesque, frère par la taille de celui tué par Thos, et dont il n'avait pas entendu l'approche à cause du vacarme des eaux, étanchait sa soif. L'enfant voyait sa langue rouge laper dans le bassin. L'ours se lécha le museau, s'ébroua et frotta ses naseaux mobiles avec ses grosses pattes tout en jetant à l'enfant noir de petits regards distraits. Enfin, la bête tourna autour des fourrures et de l'arme des dieux, flaira le chapelet de vertèbres sur toute sa longueur. Ceci déplut si fort à l'enfant qu'il en oublia la peur. Il lança de l'eau vers l'animal en criant « Que l'ours laisse le chapelet et le bâton brillant! Les dieux les ont donnés à l'enfant noir !» Il fouetta la surface du bassin du plat de la main. L'ours reçut quelques gouttes sur le front et se secoua en grognant. Puis il recula à distance convenable pour ne pas être douché et s'assit sur le sol. L'enfant avança prudemment vers la rive. Mais dès qu'il parvint à quelques mètres, l'ours fut en 3 pas à l'endroit où l'enfant voulait aborder. Celui-ci recula. Il lança encore de l'eau vers l'animal en l'invectivant. Agacée, la bête se mit à marcher de long en large auprès des vêtements. De temps en temps, elle tournait la tête vers l'enfant et lui montrait les dents.
Ou bien il faisait mine d'avancer dans l'eau, mais renonçait aussitôt que ses pattes se mouillaient. « L'ours n'aime pas l'eau froide », dit l'enfant dans un rire méprisant. « Et pourtant il a une fourrure qui lui tient chaud. Quand l'enfant noir reprendra le bâton brillant, il tuera l'ours et lui arrachera sa fourrure. » Mais l'enfant claquait des dents. Son bain forcé se prolongeait. Il résolut d'en sortir, et comme l'une des rives lui était interdite par la présence du fauve, il se jeta dans le courant et, emporté, atteignit l'autre bord à une trentaine de mètres en aval. Quand il fut à sec, il constata que l'animal avait suivi l'autre rive parallèlement et se trouvait toujours en face de lui. L'enfant remonta le long du torrent jusqu'à l'endroit qu'il avait quitté et considéra tristement le petit tas d'objets gardés de nouveau par l'ours. Là était toute sa puissance. Là était sa sauvegarde, à une dizaine de mètres seulement, mais inaccessible pour le moment. Il s'énerva et jeta des pierres à l'ours, sans penser qu'il accroissait la rancune de l'animal et diminuait les chances de le voir quitter sa faction. En effet, celui-ci se livrait à des démonstrations d'hostilité. Il faisait mine de charger, sautillait sur place, puis se dressait sur ses pattes arrière et brassait l'air d'une façon qui eût paru comique en d'autres circonstances. Quand l'ours aura faim, pensa l'enfant, il faudra qu'il s'en aille chercher de la nourriture. Il laissera le bâton brillant et le chapelet de vertèbres. Il s'allongea sur le sol et patienta. L'ours se calma peu à peu et en fit autant. Au bout d'1 heure, l'enfant noir s'étira en bâillant. Son ennemi avait la tête allongée entre les pattes et paraissait dormir, mais l'enfant ne s'y fia pas. Il distinguait fort bien les petites pupilles vigilantes sous les paupières mi-closes. L'enfant noir regarda autour de lui. Ses yeux remontèrent en amont du torrent. Son front se plissa sous l'effort de la réflexion. Au bout d'un instant, il se leva et remonta lentement le cours des eaux. Comme il l'avait prévu, l'ours lui laissait prendre quelque avance, puis se dressa lourdement pour le suivre de l'autre rive. L'enfant remonta d'environ 200 pas et plongea brusquement dans les eaux tumultueuses. Aidé par la force du courant, il nagea le plus rapidement possible. L'ours, d'abord surpris, trotta derrière lui mais fut rapidement distancé. L'enfant noir tourna la tête en arrière pour estimer la vitesse de son poursuivant. Faute d'attention, il se meurtrit cruellement l'épaule contre un roc et, paralysé par la douleur, se laissa entraîner au hasard. Le sort favorable le fit aboutir dans les eaux relativement calmes du bassin, où il se reprit juste à temps pour voir l'ours arriver à une 50aine de mètres. L'enfant fit un effort démesuré pour atteindre son arme avant l'arrivée de l'ennemi. Gêné par son bras invalide, il nagea néanmoins vers la rive et l'atteignit une fraction de seconde avant la ruée de l'ours. L'enfant saisit l'arme et tira tandis qu'il sentait déjà sur lui l'haleine de la bête. Celle-ci fit une cabriole en arrière et roula sur le flanc, 2 pattes à demi brûlées. Ses hurlements effroyables emplirent les vallées. Chapitre 13. La presqu'île sableuse était entièrement ceinturée par un double barrage de pieux pointus renforcés par des nœuds de lianes solides. Dans le grand feu allumé au centre du camp grésillaient des morceaux de tentacules épais comme des torses humains. La chair au goût nouveau ne déplaisait pas aux chasseurs. Tose se réjouissait de voir renaître la bonne humeur de la tribu. Il comprenait obscurément que le moral des siens ne tenait qu'à une nourriture suffisante et à une victoire prestigieuse de temps en temps, sans trop de pertes d'hommes. Jamais il n'avait mené une bataille aussi effrayante que celle de la nuit dernière. Si les chasseurs ne s'étaient pas installés sur la presqu'île, ils auraient certainement été tous massacrés. Mais le combat s'était terminé par la fuite des monstres. La confiance en avait résulté, elle s'était renforcée par la découverte du poulpe mort. On savait maintenant à quel genre d'adversaire on pouvait s'attendre. L'ennemi était puissant, mais on connaissait ses ressources et ses moyens de combat, quelques-unes de ses faiblesses aussi. Les poulpes pouvaient abattre des arbres d'une poussée. Ils étaient certainement capables de faucher des dizaines d'hommes d'un coup de tentacule. Ils lançaient à distance des pointes de mort. Mais si leur peau molle absorbait sans dommage le choc des pierres, leurs yeux constituaient des cibles relativement faciles grâce à leur taille et à leur luminescence. Les terrains spongieux ralentissaient leur course. Tose ruminait en silence tout ce que l'horrible nuit lui avait appris. Il dressait péniblement des plans de bataille dans sa cervelle lourde. Il s'exaltait à des images glorieuses, se voyait répandre autour de lui la terreur chez l'ennemi. Une seule chose le déroutait, l'inquiétait. La fumée noire vomie par le monstre touché à mort. Il n'y trouvait aucune parade. Il déduisit péniblement des faits que ce phénomène avait gêné aussi bien les monstres que les hommes puisque les premiers avaient disparu. Il faudrait donc, en cas de combat, tuer le plus vite possible un poulpe afin de faire fuir les autres. Et un poulpe mort signifiait de la viande pour plusieurs jours. Tose fit sauter dans sa main les 2 javelines métalliques lancées par les monstres. Il en projeta une au sol, cherchant à la piquer dans le sable. Il s'exerça plusieurs fois avant de réussir. Puis il visa un arbre situé à une dizaine de mètres au-delà de l'isthme.
L'arme fila et se planta dans le bois dur. Ravi, Tose s'exerça une bonne partie du jour, puis il obligea Bag et quelques autres chasseurs parmi les plus doués à en faire autant. Quand les premières étoiles piquèrent çà et là le ciel plus pâle, Tose déclara « Nous garderons les pointes de mort envoyées par les monstres et nous nous en servirons contre eux. » Un faible cri attira leur attention. Une femme pointait un doigt vers son ventre, ses yeux surpris démesurément ouverts. Un silence lourd suivit. Tous, la bouche béante et le visage stupéfait, fixaient la femme sans proférer un son. Un halo lumineux nimbait les contours de l'estomac et des intestins de celle-ci. Elle passa fiévreusement ses mains, comme deux ombres noires, sur la peau de son abdomen, comme pour chasser l'inquiétante lueur. L'effroi fit sortir un sanglot de sa gorge. Assise sur le sol, elle leva vers Tose qui s'était approché, un suppliant regard quêtant aide ou explication. « La viande du monstre brûle-t-elle le ventre de la femme ?» demanda Tose avec lenteur. La femme fit non d'un mouvement de la tête et se passa la langue sur les lèvres. Puis elle attacha ses yeux au torse du chef et sa stupéfaction horrifiée parut s'accroître. Tose baissa son regard sur lui-même. Le feu étrange l'illuminait également. Il pouvait voir le dessin embrouillé de ses entrailles à travers sa peau. Les uns après les autres, les chasseurs et les femmes penchaient la tête vers leur ventre, sursautaient, n'en croyaient pas leurs yeux. Une femme proche de Tose faillit crier. Tose lui ferma solidement la bouche de sa main puissante. Il s'empressa de parler pour dompter la panique qu'il sentait venir. « Les monstres ont la force du feu, dit-il en se convainquant lui-même à mesure qu'il parlait. Ils sont pleins de feu, ils crachent de la fumée, et maintenant que les chasseurs ont mangé la viande d'un monstre, ils sont eux aussi remplis de feu. Mais ce feu ne les brûle pas. S'il les brûlait, les chasseurs seraient déjà morts. Ce feu va les rendre plus forts qu'avant, et plus les chasseurs mangeront de monstres, plus ils seront forts. » Il désigna son ventre. « Ce feu rend Tose plus fort, affirma-t-il. » Il se baissa, ramassa un fort gourdin qui traînait sur le sable et le brisa d'un coup sur sa cuisse levée. Il jeta au loin les deux morceaux et boitilla légèrement au milieu des autres, car il s'était fait très mal. « Ce bâton était très gros, continua-t-il. Hier, Tose n'aurait pu le briser. Aujourd'hui, il peut, parce qu'il a mangé la viande de feu. » Un homme se dressa et fit tournoyer sa fronde. La pierre siffla vers le ciel. Au bout d'un temps qui parut très long, on entendit le plongeon de la pierre dans l'étang. « Très balancer la pierre par-dessus les étoiles, » dit l'homme. « La pierre a mis longtemps à retomber. Treb est plus fort d'avoir mangé la chair du monstre. » L'atmosphère de catastrophe se changea en enthousiasme. Tous s'essayaient à des tours de force. Bag sautait plus loin qu'hier. C'était vrai, tout le monde pouvait le constater. Il bondissait comme un jaguar. Gam sentait ses muscles durcir, il les faisait palper aux autres, et les autres ne pouvaient nier qu'il eût des muscles durs comme le roc. Ainsi croissait la foi de la tribu en sa force, en son invulnérabilité. Ainsi renaissait la confiance, parce que Tose avait trouvé les mots qu'il fallait pour agir sur des esprits simples, des mots dont il était dupe le premier. Quand ils furent fatigués d'essayer leurs ressources nouvelles, leur attention revint à la lueur bleuâtre qui filtrait leurs entrailles, plus vive à mesure que la nuit tombait. Ils en riaient, jouaient à la cachée de leurs mains, puis à la découvrir d'un seul coup, ou bien formaient des grilles sombres et des figures étranges avec leurs doigts. La deuxième attaque des poulpes les surprit au milieu de leur jeu. Une grêle de javelines s'abattit sur le camp. Frappé au milieu du front, un chasseur tournoya sur lui-même et alla rejoindre une femme qui se tordait sur le sol. Une pointe sifflante écorcha la cuisse de Tose, qui rugit un ordre. Tout le monde courut à l'abri de l'enceinte de pieux. Les chasseurs criblaient de pierres la forêt où se cachait l'invisible ennemi. Jugeant leurs efforts inutiles, Tose les arrêta. Du bout de sa lance, tout en restant à couvert, il amenait à lui les javelines jonchant le sable. Bientôt, tous l'imitèrent. En peu de temps, chaque chasseur disposa d'une dizaine de saguets. Tose avisa près de lui un gros tas de lianes séchées par le soleil brûlant de la journée. C'était le surplus des liens qui avait servi à consolider le rempart. « Que tous fassent comme Tose !» hurla-t-il tout en faisant signe à Bag d'allumer du feu. Il noua autour d'une saguet un tortillon de lianes sèches, puis il jeta sa torche qui fila vers les arbres. Bientôt, lancés par les chasseurs, des dizaines d'oiseaux de feu volèrent vers la forêt. Chapitre 14. L'ours était couché sur le flanc au bord du torrent, l'enfant noir debout devant lui. « L'ours a été vaincu par le feu du bâton brillant, » dit l'enfant. « Il a été vaincu par l'enfant noir. » Il éclata de rire et ajouta. « L'ours ne peut plus marcher, l'enfant noir pourrait l'achever s'il voulait. » Il déchargea un jet de feu en l'air. La terreur fit faire à l'ours un bond pénible en arrière. La bête retomba lourdement et gémit.
Elle lécha ses pattes blessées et haleta de souffrance, les yeux mi-clos et la bave à la gueule. « L'ours a soif, dit l'enfant. L'enfant noir va lui donner de l'eau. » Il chercha autour de lui et trouva bientôt un coquillage grand comme une assiette. Il le remplit au torrent et, prudent, le poussa du bout de son arme sous le nez de l'animal qui lapa bruyamment et lécha longtemps le récipient devenu vide. « L'ours a très soif, constata l'enfant. Il attira à lui le coquillage et le remplit de nouveau. L'ours le vida encore 3 fois de suite et se remit à lécher ses blessures. L'enfant noir s'assit et parla amicalement à la bête, qui lui inspirait une sorte de pitié. L'enfant pourrait achever l'ours, dit-il, mais il lui donne à boire. Et pourtant l'ours a voulu le tuer. L'ours ne savait pas que l'enfant était l'ami des dieux. L'enfant a mangé la cervelle du vieux. Il se tut et fixa l'ours. L'enfant et la bête restèrent un bon moment les yeux dans les yeux. « L'ours a peut-être faim aussi ?» questionna l'enfant avec douceur. L'ours gémit. L'enfant avisa un arbre à quelque distance, dont l'une des grosses branches bourdonnait d'abeilles. Il mit l'arbre en joue et l'abattit, puis il brûla l'essaim à distance. Il dut s'y reprendre à plusieurs fois, car il restait toujours des insectes affolés tournoyant autour de la ruche. Enfin, il osa s'approcher, fendit la grosse branche d'un jeu de feu et se fit piquer au bras par une abeille rescapée. Il s'accroupit et prit dans ses mains le gluant rayon de miel. Il poussa cette nourriture vers l'ours et fut heureux de le voir accepter son cadeau. L'ours mâchait longuement la cire au goût de sucre et de fleurs qui lui collaient aux dents. Assis en face de lui, l'enfant se gorgea également de miel tout en parlant à l'ours qui paraissait s'habituer à sa présence. L'enfant sentait peu à peu naître en lui une espèce d'attachement pour cet être qui l'épargnait. « Que ferait l'ours si l'enfant noir n'était pas là ?» disait-il. « Il ne pourrait ni boire ni chasser avec ses pattes brûlées. » Il lui vint l'idée d'imiter le vieux quand il soignait les brûlures avec des plantes. Il arracha quelques pieds de menthe sauvage et les broya dans le grand coquillage avec un peu d'eau. Puis, tournant avec circonspection autour du gros animal impotent, il alla déposer avec douceur l'emplâtre ainsi obtenu sur la blessure de la patte arrière. Il se risqua à renouveler son geste sur la patte avant, là où la bête aurait pu lui broyer un membre d'un coup de mâchoire. Mais l'ours, les yeux mi-clos, ne bougea pas. Alors l'enfant lui caressa légèrement le front. L'ours gémit un léger grondement. L'enfant recula sa main, puis recommença. L'ours gronda moins fort que la première fois. Au bout d'un moment, il soupira d'aise sous la caresse, nouvelle pour lui, d'une main d'homme et poussa sa grosse tête sous l'aisselle de l'enfant, qui riait de contentement. Quand le soir tomba, l'enfant et la bête dormaient côte à côte auprès d'un feu de bois. Leurs rêves étaient bercés par le murmure du vent, le chuchotement des eaux et le craquement des flammes. Chapitre 15. Au bout de 2 jours, l'ours put marcher en boitillant, encouragé par l'enfant qui le nourrissait de miel et de poissons. Le 5e jour, il était presque valide et suivait l'enfant partout. Celui-ci ne pouvait se résoudre à quitter son gros ami. Enfin, il se décida et dit à l'oreille de la bête « Il faut que l'enfant noir retrouve la tribu. Il va quitter l'ours. L'ours est guéri maintenant. Il peut chasser seul. Il n'a plus besoin de l'enfant noir. » Et l'enfant, après une dernière caresse, s'en alla vers le nord. La bête lui laissa prendre quelque avance, puis elle trottina pesamment sur les talons de son maître. Vers le milieu du jour, ils s'arrêtèrent au creux d'une vallée sèche, mangèrent un peu de viande d'une chèvre sauvage que l'enfant avait tuée, et s'endormirent à l'ombre d'un grand roc. Ils laissèrent ainsi passer le plus fort de la chaleur. Quand il s'éveilla, l'enfant, par jeu, enfourcha l'encolure de l'ours. Celui-ci fut d'abord surpris et secoua la tête. Puis il se mit debout et flaira avec étonnement les petites jambes musclées qui pendaient de chaque côté de son cou. Enfin, il se leva et fit quelques pas au soleil, à la grande joie de l'enfant qui lui caressait les oreilles. Au bout de la journée, le jeu s'étant souvent renouvelé, la bête était tout à fait habituée à servir de monture et l'enfant en profitait chaque fois qu'il se sentait fatigué ou quand le sol rocailleux lui meurtrissait les pieds. Suivant les traces de la tribu, ils entrèrent dans la grande forêt au sol fangueux et pataugèrent dans les boues nauséabondes des marécages. Dégoûté, l'ours progressait en s'agrippant des griffes aux énormes racines tortueuses et l'enfant l'imita bientôt. L'avance était ainsi plus lente, mais moins épuisante. Quand la nuit tomba, ils cherchèrent une place à peu près sèche et l'enfant fit du feu. Ils eurent un sommeil pénible sous la pluie tiède et désagréable qui tombait continuellement des feuillages, formant une voûte humide entre eux et les étoiles. Au matin, ils reprirent leur marche harassante au milieu de la brume porteuse de miasmes et d'odeurs pourries. Ils étanchèrent leur soif dans un étang relativement limpide et sautèrent de racine en racine, glissant, rampant, s'accrochant aux nœuds du bois. De temps en temps,
l'enfant noir retrouvait une trace du passage des hommes. Là, une empreinte de pieds nus se découpait nettement sur les lichens humides. Plus loin, l'appui d'une main fangueuse avait laissé le dessin net de 5 doigts sur un tronc d'arbre. Soudain, l'ours grogna. L'enfant le calma d'une caresse et continua sa progression. Mais l'animal ne le suivait plus qu'avec réticence. Ils débouchèrent sur la presqu'île sableuse où les chasseurs s'étaient battus contre les monstres. Le brouillard s'était levé. L'étang calme reflétait les formes et les couleurs de la forêt. Au milieu de la presqu'île, un vaste cercle charbonneux indiquait l'endroit où les hommes avaient allumé leur feu. Des fourrures abandonnées jonchaient le sol çà et là, ainsi que des frondes et des massues. L'enfant noir avisa la lance de Tose. La pointe de corail en était brisée. Des ossements étranges, comme des vertèbres de poissons énormes, parsemaient le camp dévasté. La clôture de pieux s'était effondrée en plusieurs endroits. Sur les rives, plusieurs arbres avaient été déracinés par des forces inconnues. Les caresses de l'enfant n'arrivaient plus à calmer les grondements de l'ours, qui flairait le sol avec mauvaise humeur, son gros pelage animé de tressaillements convulsifs. L'enfant regagna la rive et alla examiner les arbres abattus. Les gigantesques racines avaient soulevé comme des leviers des murs de terre glaireuse où grouillait une vermine de larves et d'insectes mous et rampants. Un bourdonnement continu, sur la gauche, attira l'attention de l'enfant. Suivi de son compagnon, il s'avança dans la direction d'où venait le bruit et fut frappé au visage par une épouvantable odeur de décomposition. Une grande masse noirâtre gisait entre les arbres, environnée de milliers de mouches. Une araignée gigantesque, aux longues pattes molles, pourrissait dans l'humidité de la forêt. Certaines de ses pattes étaient coupées, les autres s'étalaient en étoiles autour du gros corps gélatineux. L'enfant recula et s'engagea plus loin vers le nord, au milieu des buissons épineux qui remplaçaient peu à peu les arbres. Le sol devenait plus sec et plus sain. La glaise et la boue faisaient place peu à peu au sable et aux débris de coquillages. De longues herbes pointues formaient comme des îles vertes au milieu des dunes. L'enfant suivait d'étranges traces. Le sable avait été foulé par des membres longs et flexueux. On aurait dit le passage d'innombrables serpents. Plus une seule empreinte humaine. L'ours grondait toujours. Soudain, au détour d'une dune, l'enfant s'aplatit sur le sol et posa sa main sur la tête de l'ours qui montrait les dents. Un peu en contrebas, un monstre se prélassait au soleil. Il plongeait avec volupté ses tentacules dans le sable et s'envoyait de petits nuages de poussière sur le dos. Puis, se levant, il s'étira de toute sa hauteur et se secoua. Sa chair flasque ballotta. Un soupir rauque s'échappa de sa fente respiratoire. Au même moment, voyant l'ours et son maître, il prit l'immobilité d'un roc, ses larges yeux jaunes braqués sur l'ennemi. Son horrible bec claqua de colère. Un long membre se replia doucement en arrière, dardant une sagaie. Devant la menace, l'enfant tira, balayant l'espace de son arme. Une lanière de feu fouetta la masse du monstre. Une longue plaie molle vomit un torrent de liquide noir et visqueux. La bête s'affaissa sur elle-même, comme un ballon dégonflé, avec d'affreux gargouillements. Une taie laiteuse voila son regard. « L'enfant noir a tué le monstre », dit le vainqueur à voix basse. Mais il tremblait encore de frayeur. Immobile, l'ours n'avait pas cessé de gronder. L'enfant s'approcha du grand cadavre, toucha du pied l'extrémité d'un tentacule qui se rétracta. Un deuxième jet de feu fendit en deux le crâne visqueux. L'enfant grappa en glissant sur l'épaule du monstre et mordit à pleine bouche dans la cervelle glacée. L'ours flaira longuement un tentacule et se décida à y planter les dents. Chapitre 16. Un rêve affreux torturait Tose. Des oiseaux de feu traversaient la voûte noire du ciel. Mais cette voûte immense était également celle de son crâne. Sa tête douloureuse avait pris les proportions de la vaste nuit cloutée d'étoiles. Le passage des oiseaux de feu y provoquait des douleurs fulgurantes. Le combat faisait rage contre les monstres. Tout le monde, et lui-même, Tose, s'agitait dans son crâne qui était en même temps le monde. Il était à la fois l'homme acteur et la nature indifférente spectatrice. Des chasseurs tombaient. Les monstres hurlaient en secouant de leur dos les brandis enflammés. L'étang reflétait de sinistres lueurs. Tose se vit assonner un coup de massue sur un tentacule qui s'insérait subrepticement entre les pieux du rempart. Il vit une femme enlevée dans les airs, pantelante contre un arbre. Puis un nuage noir obscurcit sa vue, irrita sa gorge. Il poussa de toutes ses forces sa lance dans la phosphorescence d'un œil de monstre. Un choc violent à la tempe lui fit perdre l'équilibre, sa bouche s'emplit de sable. Tose gémit en rêve et son gémissement l'éveilla. Il mâcha le fin gravier qui craqua sous ses dents, ouvrit les yeux, voulut se redresser. Mais des liens solides entravaient ses membres.
Il réussit à rouler sur le dos et ferma les paupières sous l'ardeur du soleil. Après plusieurs essais, ses pupilles s'habituèrent à la grande lumière. Il regarda autour de lui. Jetés sur la plage comme des sacs, ses compagnons gisaient autour de lui. Il rencontra les yeux de Bag. « Où est la forêt ? Où sont les remparts ?» demanda Toz d'une voix affaiblie. Bag passa sa langue sur ses lèvres sèches. « La forêt est à 2000 pas d'ici, » dit-il. Les monstres ont emmené les chasseurs au nord du grand lac salé. D'un mouvement de tête, il désigna l'immense surface des eaux bleues. Des vagues plates léchaient doucement les sables brûlants de la plage. Toz réussit à s'asseoir, ses gros yeux brillèrent de colère. « Toz coupera ses liens, » dit-il d'une voix rauque. « Il délivrera les chasseurs, et il tuera les monstres. » Bag ne répondit rien. Il s'allongea sur le sable comme pour dormir, et Toz sentit que Bag ne le croyait pas. Le chef tourna la tête de part et d'autre. Une petite centaine de corps ligotés parsemaient le sol. À demi plongés dans l'eau, 2 grands poulpes immobiles paraissaient sommeiller. Les lentes vagues étales se retroussaient doucement autour de leurs flancs comme autour de 2 îles. De rage impuissante, Toz grinça des dents. Il examina les liens solides qui meurtrissaient ses chevilles. Ce n'étaient pas des lianes. « Les monstres m'ont attaché avec des herbes d'eau », pensa dédaigneusement Toz. Il banda ses muscles, ne doutant pas de réussir facilement à se libérer. Mais les liens lui entrèrent dans les chairs. Le sable se tacha de rouge autour de ses membres. Des gouttes de sueur lui inondèrent le visage. Il se reposa un moment. Il essaya brusquement d'écarter ses poignets de son dos, tira de toutes ses forces en arrière. La peau brune de son torse se zébra de sillons sanglants. Cet échec affecta profondément Toz. Il n'était pas habitué à voir les choses où les êtres lui résistaient. Une immense stupéfaction l'envahit, qui fit place peu à peu à l'inquiétude. Il secoua la tête, comme pour chasser de douloureuses réflexions. Il entreprit de dénombrer les membres de la tribu. Il recommença plusieurs fois, péniblement, car ses liens l'empêchaient de compter sur ses doigts. Chaque fois qu'il arrivait à 10, il imprimait une marque dans le sol avec ses talons. Il obtint le chiffre de 8 fois les 10 doigts des mains, plus 3 doigts. 3 enfants, une femme et 5 chasseurs manquaient depuis la veille. Soudain, une vague plus forte que les autres lui inonda les jambes. 3 monstres émergeaient des profondeurs du lac. Les 2 poulpes endormis parurent s'éveiller, ils s'étirèrent paresseusement en hauteur, décuplant leur taille. Les 5 monstres se firent des signes étranges, soufflèrent comme des sirènes et sortirent de l'eau. Les énormes becs de perroquets devinrent visibles, ajoutant à l'horreur de leur aspect. L'un d'eux s'avança au milieu des corps ligotés. Il posait ses membres avec douceur entre les corps allongés, sans les meurtrir. Il avait des gestes d'une délicatesse incroyable malgré ses proportions. 2 ou 3 chasseurs furent palpés, puis négligés. Il choisit 2 femmes paralysées de terreur et les lança avec aisance aux autres, qui les attrapèrent comme des balles. Un monstre un peu plus grand que les autres tint une femme entre ses yeux fixes, comme on considère un sandwich. Puis il la porta délicatement à son bec. Un cri bref rompu par un claquement sec. Le monstre dégustait paisiblement la première bouchée. Le tentacule balançait avec satisfaction un corps décapité d'où les flots de sang s'échappaient par hoquets avec de grosses bulles d'air. Un petit poulpe surgit brusquement de l'eau et exécuta autour de l'autre une danse comique et cruelle, la danse d'un enfant qui veut goûter. Le grand poulpe lui tendit gentiment la femme mutilée. Le petit poulpe mordit avec maladresse au milieu du corps. Un flot d'entrailles se répandit sur lui. L'enfant pieuvre recula pour se dégager en tirant désespérément sur un intestin élastique, puis il se rapprocha en engloutissant au fur et à mesure le long tube tiède. Il tira d'un coup sec, les boyaux cassèrent et s'enroulèrent autour de son bec. Le grand poulpe, du bout d'un tentacule, lui remit paternellement dans le bec le morceau qui pendait et croqua lui-même une 2e bouchée. La 2e femme était cruellement dilacérée par les autres monstres. Les chasseurs ouvraient des yeux hagards. Les femmes tournaient la tête vers le sol pour ne rien voir. Un enfant tremblait convulsivement, sans un cri. Soudain, la surface du lac frémit. Une dizaine de monstres sortirent lentement de l'eau et se mirent à choisir parmi les proies ligotées. Un tentacule palpa Toz, muet d'horreur, le retourna dans tous les sens, s'enroula autour de lui. Toz se sentit soulevé. Il eut une espèce de vertige, vit une grande lueur et retomba sur le sable. Il ne bougea pas. Les dents serrées, il voyait au-dessus de lui palpiter la chair du monstre. Tout autour, comme de grosses colonnes tordues, les tentacules posés sur le sol lui dérobaient 3/4 du champ visuel. Il distingua entre les membres énormes le visage de Bag, couché un peu plus loin. Bag avait la bouche et les yeux grands ouverts de stupéfaction. Toz entendit le bec du poulpe claquer de colère au-dessus de lui. Brusquement,
Un nuage de sable le frappa au visage. Quand il rouvrit les yeux, le monstre n'était plus là. Tos se laissa rouler sur le côté pour voir ce qui arrivait. Les monstres avaient abandonné leurs victimes. Ils se dirigeaient en 2 colonnes vers quelque chose qui débouchait des dunes sur la plage. Tos vit un ours bizarre avec quelque chose sur le dos. L'ours avançait sans se presser. Les 2 colonnes de monstres, très écartées l'une de l'autre, amorçaient un vaste mouvement tournant pour rabattre l'intrus vers le lac. « L'enfant noir !» cria un chasseur. « C'est l'enfant noir qui est monté sur l'ours !» Les monstres opéraient leur jonction dans le dos de l'étrange cavalier. L'étau se resserra autour de lui. Alors, l'enfant, d'un geste négligent, balaya l'espace d'un ruban de flammes sifflantes. L'effet en fut prodigieux. 4 poulpes s'effondrèrent sur place en vomissant une humeur noire. 3 autres, les membres plus ou moins fauchés, boitillaient sur des moignons. Le reste de la scène se perdit dans un nuage de fumée âcre. Hallucinée, la tribu impuissante regarda de tous ses yeux le vaste nuage sombre d'où s'échappaient des éclairs de feu et des hurlements qui révélaient la violence du combat. Bientôt, on vit un poulpe bondir hors du nuage et se précipiter vers le lac. Cueillant au passage 2 enfants ligotés et hurlant, il plongea, inondant les chasseurs d'une pluie d'eau salée. Un autre monstre s'échappa de l'enfer et courut vers le lac à son tour, tout en protégeant sa retraite d'une grêle de saguets. Le silence se rétablit. Peu à peu la fumée s'effilocha dans la brise. On n'entendit plus qu'une toux intermittente. On vit arriver l'enfant noir, une main serrée sur sa poitrine oppressée. L'ours marchait à son côté, éternuant tous les 10 pas. Quand ils furent tout près des chasseurs, l'ours gronda. Mais l'enfant le calma d'une caresse derrière les oreilles. « Que les chasseurs ne craignent rien, dit-il. L'ours est l'ami de l'enfant noir. » Et il resta debout, une main posée sur l'échine de la bête, tenant de l'autre une arme étrange et brillante. Une blessure en céton saignait sur sa cuisse. Le grand chapelet de vertèbres était passé 3 fois autour de son torse mince. Une quinte le courba en 2. Il se racla la gorge, cracha et reprit sa respiration. Puis il parla d'une traite en regardant Tos. « L'enfant noir est en même temps le vieux, dit-il. Il a mangé la cervielle du vieux, parce qu'il a trouvé le vieux mort à Santiago, la ville des dieux. Il a mangé sa cervelle et il a pris le collier des ancêtres. Il a aussi mangé la cervelle du jaguar et du vautour, et aussi celle d'un monstre qu'il a tué dans les collines de sable. Il a fait de l'ours son ami. Il a tué les monstres avec le bâton brillant que les dieux lui ont donné. L'enfant noir est l'ami des dieux. L'enfant noir est le vieux, mais il est aussi le jaguar et le monstre. C'est pour ça qu'il est plus fort que le vieux. C'est pour cela qu'il fait plus de choses que le vieux. » Il se tut. L'ours lui lécha la main. Derrière lui, sur la plage où la fumée s'était dissipée, 13 grands cadavres confirmaient sa puissance. Et voilà, c'était un premier essai. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et j'aimerais vraiment développer la partie livre audio dans mes différents projets. Du coup, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, si t'as des retours à me faire également. Je vous rappelle que si ça vous plaît, partagez autour de vous histoire de faire connaître un petit peu mon travail. Et donc comme je le disais en début de vidéo, je fais pas mal de choses à côté. Je stream sur Twitch, donc autour du jeu vidéo. Et j'ai également une autre chaîne YouTube avec un ami à moi dans lequel je réalise des aventures narratives dans l'univers du jeu vidéo. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tout est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour la suite des aventures de New York.